Mr. François Truffaut. Il y a des adieux qui ressemblent à des éclairs, rapides et fulgurants, laissant derrière eux une lumière qui ne s'éteint jamais. Celui de François Truffaut appartient à cette catégorie. À seulement 52 ans, l'enfant rebelle des cahiers du cinéma, le poète qui avait transformé la jeunesse en un cri universel avec les 400 coups, s'est éteint trop tôt. Mais, avant de partir, il avait eu le temps d'ériger un panthéon personnel, peuplé à la fois d'anges et de démons. Car derrière le sourire discret et le regard rêveur, Truffaut était un homme d'une franchise tranchante, incapable de cacher ses blessures ni ses rancunes. Dans les salles obscures qu'il avait tant aimées, entre les bobines qui tournaient comme des battements de cœur, il avait aussi connu l'amertume des désillusions. Ceux qui furent d'abord des compagnons de route ou des sources d'inspiration sont devenus, avec le temps, des figures de rejet. 5 noms, gravés dans son journal intérieur comme des éclats douloureux, 5 artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture. C'est cette autre face, moins racontée, que nous allons dévoiler. Derrière la légende du cinéaste de l'intime se cache l'homme de colère, de trahison et de fracture. Quels étaient donc ces visages qui ont fait chavirer son admiration en animosité? Étaient-ce des rivaux idéologiques, des collaborateurs devenus insupportables, ou bien des proches qu'il avait blessés plus que quiconque? Aujourd'hui, nous ouvrons ce carnet secret, pour suivre Truffaut dans ses ombres et ses vérités. Numéro 5. Jean-Luc Godard. Il fut un temps où François Truffaut et Jean-Luc Godard incarnaient ensemble la rébellion. 2 frères de la nouvelle vague, 2 voix qui refusaient la poussière d'un cinéma académique. L'un maniait la plume acérée dans Cahiers du cinéma, l'autre filmait les rues comme des manifestes en mouvement. Ils partageaient les mêmes cafés enfumés, les mêmes nuits d'ébullition intellectuelle, la même soif d'inventer un langage nouveau. Dans les années 60, on les voyait presque comme les 2 faces d'une même pièce. Truffaut, le conteur tendre des blessures intimes, et Godard, le provocateur révolutionnaire qui cassait les règles avec jubilation. Mais ce qui commence comme une fraternité peut parfois se transformer en fracture béante, car leur différence, au départ stimulante, devint des gouffres. Godard, obsédé par l'engagement politique, reprochait à Truffaut son goût pour la narration classique, ses histoires d'amour et de solitude qui semblaient trop bourgeoises à ses yeux. Truffaut, lui, voyait dans l'attitude de Godard une posture arrogante, une trahison du cinéma comme art du cœur. Leur amitié s'est effritée au fil des tournages et des polémiques. Mais la cassure définitive arriva au début des années 70, lorsqu'un échange de lettres, d'une violence inouïe, mit fin à toute possibilité de réconciliation. Dans ses pages trempées d'amertume, Godard traitait Truffaut de menteur et d'opportuniste, tandis que Truffaut lui répondait avec une colère glacée, le qualifiant de cynique et d'hypocrite. Ces lettres résonnent encore comme une déchirure publique entre 2 icônes qui avaient pourtant changé ensemble le cours du cinéma mondial. Ainsi, ce qui aurait pu rester une rivalité créatrice devint une hostilité irréversible. Godard, jadis frère d'armes, était désormais pour Truffaut une figure qu'il ne pouvait plus supporter, un fantôme douloureux de son propre passé. La rupture entre François Truffaut et Jean-Luc Godard n'était pas seulement une querelle d'artistes, c'était une tragédie intime, le naufrage d'une fraternité née dans les flammes de la nouvelle vague. Après l'échange de lettres venimeuses de 1973, les 2 hommes ne se revirent presque plus. Et pourtant, leur ombre planait l'un sur l'autre, comme si chacun continuait à se définir contre son ancien compagnon. Truffaut, dans ses journaux comme dans ses entretiens, laissait parfois filtrer une blessure plus profonde qu'il ne voulait l'avouer. Il se sentait trahi par un homme qu'il avait aimé comme un frère, et cette blessure s'était transformée en rejet. Godard, lui, se drapait dans son radicalisme, attaquant Truffaut en public, le traitant d'homme du système, de cinéaste officiel, alors même qu'il avait été l'un des plus grands iconoclastes de sa génération. Le contraste entre eux devint symbolique. Truffaut représentait l'héritage du roman français, de la tendresse pour les êtres, une fidélité au récit classique. Godard, lui, incarnait l'explosion des formes, le cinéma comme champ de bataille idéologique. Et lorsque le monde du cinéma cherchait à les réconcilier, chacun restait campé sur son île de solitude. En 1984, lorsque Truffaut s'éteignit, Godard ne se rendit pas à ses obsèques. Un silence lourd, presque cruel, plana autour de cette absence. Beaucoup y virent la confirmation que l'amitié n'avait pas survécu à leur rancune.
Et pourtant, dans les interviews des années suivantes, Godard, derrière son masque d'ironie, laissa entendre un regret étouffé. « J'aurais voulu qu'on se parle encore. Trop tard, bien sûr. » Le cinéma avait perdu l'une de ses plus belles fraternités, devenue une plaie ouverte dans l'histoire des deux hommes. Pour Truffaut, Godard resta jusqu'au bout l'incarnation d'un idéal brisé, une figure qu'il ne pouvait pas voir en peinture, non pas par simple dégoût, mais parce que le souvenir de leur complicité rendait la trahison insupportable. Numéro 4. Catherine Deneuve. Lorsque François Truffaut invita Catherine Deneuve à rejoindre la Sirène du Mississippi en 1969, beaucoup crurent à une rencontre providentielle. Elle, déjà auréolée d'un éclat glacé, symbole d'une beauté distante et mystérieuse. Lui, cinéaste-poète, habité par le désir de sonder les failles secrètes de ses personnages. L'affiche semblait parfaite. Deneuve face à Jean-Paul Belmondo, sous la direction d'un maître de la nouvelle vague. Mais dès les premiers jours de tournage, une tension invisible s'installa. Truffaut, méticuleux, cherchait à capter l'infime tremblement dans un regard, la nuance presque imperceptible d'une émotion. Il répétait, reprenait, affinait, jusqu'à l'obsession. Deneuve, de son côté, n'appréciait guère ce contrôle constant. Habituée au grand metteur en scène, elle avait ses propres codes, sa propre distance. Elle reprochait à Truffaut son insistance, ce besoin presque maniaque de diriger chaque geste, chaque inflexion de voix. Pour le cinéaste, la froideur de Deneuve était un obstacle. Il voulait fissurer son masque, montrer l'envers de cette beauté glaciale. Mais l'actrice refusait de céder, protégeant son mystère comme une forteresse. À mesure que le tournage avançait, les échanges se firent plus secs, les silences plus lourds. Truffaut, derrière sa douceur apparente, contenait une irritation grandissante. La presse, à l'époque, ne soupçonnait rien. À l'écran, le film semblait porter la marque du raffinement. Pourtant, en coulisses, la relation entre le réalisateur et sa star se dégradait. Deneuve confia plus tard que Truffaut lui paraissait trop possessif dans son approche, tandis que lui avoua à demi-mot que diriger une telle actrice avait été pour lui une épreuve d'impuissance. Ainsi naquit une rancune tenace. Dans ses souvenirs, Truffaut garda de Deneuve l'image d'une collaboration glaciale, impossible à apprivoiser. Après La Sirène du Mississippi, la relation entre François Truffaut et Catherine Deneuve ne connut jamais de réconciliation véritable. Le film, accueilli tièdement par le public en 1969, fut pour lui une déception cruelle. Truffaut s'était battu pour adapter le roman de William Irish, convaincu que l'histoire d'un homme amoureux jusqu'à l'aveuglement révélerait les failles cachées de ses acteurs. Mais Deneuve, figé dans son mystère, ne lui donna jamais ce qu'il espérait. Dans ses notes, il décrivit plus tard cette expérience comme une lutte perdue contre un mur de glace. Pour Deneuve, le souvenir n'était guère plus tendre. Elle laissa entendre dans quelques interviews qu'elle n'avait pas trouvé en Truffaut le même souffle qu'avec d'autres cinéastes comme Jacques Demy ou Louise Buñuel. Elle lui reprochait un regard trop psychologique, trop intrusif, là où elle préférait la suggestion et l'épure. L'actrice et le cinéaste semblaient parler deux langues différentes, condamnées à ne jamais se rejoindre. Leur collaboration n'eut jamais de suite. Truffaut, qui revenait souvent vers ses comédiens fétiches, Jean-Pierre Léaud, Claude Jade, Jeanne Moreau, ne rappela jamais Catherine Deneuve. De son côté, elle poursuivit son chemin auprès d'autres grands maîtres, consolidant son statut d'icône. Dans la mémoire de Truffaut, ce tournage resta comme une cicatrice, la sensation d'avoir croisé une étoile trop distante pour être apprivoisée. Si son hostilité envers Deneuve n'avait rien de bruyant ou de public, elle se traduisait par un silence obstiné. Jamais plus il ne chercha à collaborer avec elle. Pour un homme qui vivait le cinéma comme une histoire d'amour avec ses acteurs, cette impossibilité demeura une blessure. C'est ainsi que Catherine Deneuve trouva place, malgré elle, dans la liste des artistes que Truffaut ne pouvait pas voir en peinture, non par haine, mais parce qu'elle incarnait pour lui l'échec le plus intime de sa quête de vérité à l'écran. Numéro 3. Maurice Pialat. Il y avait dans le cinéma français des années 70 une tension sourde, presque électrique, entre deux visions du monde. D'un côté, François Truffaut, artisan délicat de récits intimes, héritier de Renoir et de la littérature française. De l'autre, Maurice Pialat, cinéaste rugueux, brutal, qui n'avait pas peur de montrer la vie dans toute sa crudité. Deux regards irréconciliables, deux sensibilités, qui allaient fatalement entrer en collision.
Piala, connu pour ses colères homériques et ses propos sans filtre, ne ménageait personne. Dès ses débuts, il ne cachait pas son mépris pour la nouvelle vague, qu'il jugeait trop esthétisante, trop préoccupée par les formes et pas assez par la réalité nue. Dans ses interviews, il attaquait directement Truffaut, qu'il considérait comme bourgeois, un cinéaste de salon qui, selon lui, ne savait pas filmer la vie telle qu'elle est. Pour Truffaut, ses attaques avaient la violence d'un coup de couteau. Lui qui avait bâti sa carrière sur l'authenticité des émotions, sur la vérité des gestes les plus simples, se voyait accusé d'artifice. Derrière son sourire discret, il ressentait cette critique comme une injustice profonde. Car s'il y avait bien une chose qu'il détestait, c'était l'idée qu'on le considère comme un homme du système, alors qu'il avait passé sa vie à se battre pour un cinéma libre. Leurs univers n'avaient rien de commun. Là où Pialat jetait ses acteurs dans la tempête, Truffaut cherchait la douceur des confidences. Là où l'un hurlait sa vérité, l'autre murmurait la sienne. Mais dans un pays où le cinéma est une affaire de passion et d'ego, ces différences se transformèrent vite en affrontements symboliques. Ainsi, sans même avoir collaboré, Truffaut et Pialat s'installèrent dans une relation de rejet mutuel, alimentée par des interviews acides et des silences lourds. Le conflit entre François Truffaut et Maurice Pialat prit une ampleur symbolique dans le paysage du cinéma français. Plus qu'un simple désaccord artistique, c'était l'affrontement de deux conceptions du monde, de deux manières de regarder l'être humain. Pialat, avec son tempérament volcanique, revendiquait un cinéma de l'instant, heurté, sans concession. Quand il parlait de Truffaut, il n'hésitait pas à le qualifier de artificiel, de cinéaste trop attaché à la littérature. Il voyait en lui une figure institutionnelle, déjà consacrée, trop lisse à ses yeux. Ses attaques publiques faisaient l'effet de gifle. Truffaut, lui, gardait rarement le silence. Dans quelques conversations privées rapportées par ses proches, il jugeait Pialat brutal, incapable de nuances, un homme qui confondait violence et vérité. Leur antagonisme atteignit son paroxysme lors des festivals et débats télévisés des années 70. Pialat ne se privait pas de pointer du doigt la nouvelle vague en visant implicitement Truffaut. Et ce dernier, tout en gardant un ton mesuré, faisait comprendre que ce cinéma de cris et de déchirements lui paraissait dénué de poésie. Entre eux, il n'y eut jamais de terrain d'entente. Pourtant, l'histoire a retenu que ces deux univers opposés se complétaient, chacun révélant par contraste les limites de l'autre. Truffaut, le cinéaste des confidences, rappelait que la douceur pouvait être subversive. Pialat, le cinéaste des coups de tonnerre, rappelait que le réel pouvait être insupportable. Mais entre les deux hommes, aucune passerelle n'a jamais été possible. Ainsi, dans l'intime de ses confidences, Truffaut rangeait Pialat parmi ceux qu'il ne pouvait pas voir en peinture. Non parce qu'il le détestait personnellement, mais parce qu'il incarnait à ses yeux l'envers absolu de sa vision du cinéma. Numéro 2. Marguerite Duras. Si François Truffaut avait toujours eu le goût des écrivains, il avait adapté Henri-Pierre Rocher pour Jules et Jim, Ray Bradbury pour Fahrenheit 451. Sa rencontre intellectuelle avec Marguerite Duras se transforma en désaccord profond. Duras, déjà figure littéraire majeure, imposait dans ses films une écriture fragmentée, traversée de silence et d'énigmes. Hiroshima, mon amour, 1959, écrit par elle et réalisé par Alain Resnais, bouleversa le cinéma mondial. Mais pour Truffaut, cette œuvre représentait aussi un danger, celui d'un cinéma trop littéraire, trop cérébral, où l'émotion risquait de se dissoudre dans les mots. Dans ses critiques, parfois à demi-mot, il avouait son scepticisme face au style de Duras. Là où il cherchait la chaleur des visages, la vérité des gestes quotidiens, elle préférait l'abstraction et la répétition. Pour Truffaut, ce type de cinéma risquait d'étouffer la pulsation humaine, de transformer le spectateur en lecteur perdu dans un labyrinthe. De son côté, Marguerite Duras ne se montrait pas tendre non plus. Elle qualifiait Truffaut de « romancier filmé », lui reprochant une fidélité excessive au code narratif. Pour elle, son cinéma manquait de radicalité, de cette rupture qu'elle considérait nécessaire pour traduire la modernité. Derrière ces échanges se cachait une opposition fondamentale. Truffaut croyait au récit comme lien entre les êtres, Duras croyait au langage comme fracture et solitude. Leurs univers ne pouvaient que se heurter. Quand ils se croisaient dans les cercles parisiens, les discussions tournaient vite à la joute intellectuelle. Leur sourire poli masquait mal un agacement réciproque.
Truffaut, sensible et discret, en gardait une rancune durable. Ainsi, Marguerite Duras s'imposa dans sa mémoire comme une adversaire symbolique, incarnation d'un cinéma qu'il jugeait froid et inaccessible, loin de la chaleur humaine qu'il chérissait. Le conflit entre François Truffaut et Marguerite Duras n'a jamais explosé en éclats spectaculaires. Mais il se manifesta comme une tension persistante, une opposition irréductible entre deux sensibilités. Truffaut, qui parlait du cinéma comme d'un « art de l'amour », voyait chez Duras un langage sec, détaché, qui refusait l'élan affectif. Pour lui, Hiroshima, mon amour ou India Song étaient des œuvres admirables dans leur audace, mais glaciales, presque inhumaines. Il reprochait à Duras d'élever un mur entre l'écran et le spectateur, de transformer l'expérience du cinéma en exercice cérébral. Duras, au contraire, revendiquait ce détachement. Elle disait « Le cinéma n'est pas fait pour consoler, mais pour déranger ». Cette phrase, qui résumait son esthétique, résonnait comme une gifle aux oreilles de Truffaut. Car pour lui, le cinéma devait être une main tendue, une confidence offerte à celui qui regarde. Là où Duras revendiquait l'opacité, lui cherchait la clarté. Les critiques de l'époque s'amusaient parfois de cette rivalité larvée, voyant en elle le reflet d'un Paris divisé entre deux écoles, celle de l'émotion fluide, héritée du roman populaire et de Renoir, et celle de l'écriture radicale, nourrie de philosophie et de modernité. Dans les coulisses, pourtant, ce duel avait quelque chose de plus intime. Truffaut se sentait incompris, réduit à un romancier filmé, une étiquette qu'il détestait. À mesure que les années passaient, leur opposition devint presque emblématique. Deux pôles irréconciliables du cinéma français. Lorsque Truffaut évoquait ses désaccords, il revenait souvent à Duras comme à un contre-modèle absolu. Et si leurs échanges restaient feutrés, l'ombre de cette confrontation marqua son rapport au cinéma contemporain. Marguerite Duras devint ainsi, dans son panthéon intime, l'un de ces visages qu'il ne pouvait pas voir en peinture, non par haine personnelle, mais parce qu'elle représentait tout ce qu'il refusait pour son art, un cinéma coupé du cœur, de la chair et du souffle des hommes. Numéro 1. Jean-Pierre Léaud. Parmi toutes les relations qu'a connues François Truffaut dans sa vie de cinéaste, aucune n'a été aussi intense, aussi fondatrice, et finalement aussi douloureuse que celle avec Jean-Pierre Léaud. Lorsque Truffaut le choisit, adolescent maladroit et fiévreux, pour incarner Antoine Doinel dans Les 400 coups, il ne se doutait pas qu'il venait de lier son destin à celui de ce jeune garçon. Ensemble, ils allaient écrire l'une des plus grandes sagas autobiographiques du cinéma français, où l'évolution de l'acteur épousait celle du personnage et, par écho, celle du cinéaste lui-même. Au départ, leur lien ressemblait à celui d'un père et de son fils spirituel. Truffaut prit Léaud sous son aile, l'encouragea, le guida, lui offrit des rôles qui firent de lui le visage d'une génération. Derrière la caméra, il se reconnaissait dans les silences nerveux, les gestes maladroits, la sensibilité écorchée de son acteur fétiche. Antoine Doinel n'était pas seulement un personnage, c'était l'enfant intérieur de Truffaut, projeté sur l'écran par le corps et la voix de Léaud. Mais cette proximité extrême portait en elle une fragilité. À mesure que Léaud grandissait, il se rebellait contre l'emprise paternelle de Truffaut. Acteur instable, fantasque, il cherchait à s'affirmer, à se détacher de ce rôle qui le définissait trop fortement. Dans les coulisses, les tensions se multipliaient. Retard, caprice, refus d'obéir aux indications précises du réalisateur. Truffaut, perfectionniste et sensible, vivait ses insoumissions comme des blessures personnelles. Là où il espérait reconnaissance et fidélité, il découvrait la distance glacée d'un fils qui voulait s'émanciper. Cette fracture, au-delà de l'art, toucha profondément l'homme. Car en Jean-Pierre Léaud, Truffaut avait investi bien plus qu'un projet artistique, une part de lui-même. À mesure que les années passaient, la relation entre François Truffaut et Jean-Pierre Léaud prit des allures de miroir brisé. Chaque nouveau film de la saga Doinel, Baiser volé, Domicile conjugal, L'amour en fuite, semblait prolonger leur complicité, mais dans les coulisses, la fracture s'élargissait. Léaud, devenu une icône de la jeunesse contestataire, fréquentait Jean-Luc Godard et se laissait séduire par un cinéma plus radical, plus politique. Truffaut, lui, restait attaché à son cinéma du cœur, refusant de céder à l'idéologie. Sur les tournages, les affrontements se multipliaient. Léaud arrivait en retard, disparaissait parfois ou se perdait dans des improvisations qui exaspéraient Truffaut. Celui-ci,
perfectionniste jusqu'à l'obsession, vivait chaque incident comme une trahison. Ce n'était plus seulement une divergence professionnelle, c'était une douleur intime. Il voyait son « fils de cinéma » s'éloigner, se rebeller, devenir l'élève ingrat qui crache sur la main qu'il a façonnée. Le point culminant survint au moment de L'amour en fuite, 1979, dernier chapitre de la saga Douanel. Truffaut, déjà fatigué, voulait clore dignement l'histoire d'Antoine. Mais Léo, imprévisible, compliqua le tournage par ses attitudes erratiques. Dans une lettre à un proche, Truffaut confia que travailler avec lui était devenu une épreuve plus douloureuse que joyeuse. C'était le constat amer d'une relation qui avait commencé comme un enchantement et se terminait dans l'amertume. Lorsque la maladie emporta Truffaut en 1984, Léo ne put effacer l'ombre de cette rupture. Leur relation resta suspendue, inachevée, marquée par l'amour et le ressentiment. Pour Truffaut, Jean-Pierre Léo était devenu l'incarnation même de la contradiction, le visage de sa propre œuvre, mais aussi celui d'une blessure impossible à cicatriser. Ainsi, dans la liste intime de ceux qu'il ne pouvait pas voir en peinture, Léo tenait la première place, non par haine véritable, mais parce que dans son reflet, Truffaut voyait l'échec le plus cruel, celui d'un amour artistique devenu irréconciliable. Dans les derniers mois de sa vie, François Truffaut était un homme fatigué mais lucide. À l'hôpital, ses proches racontent qu'il parlait encore de cinéma comme on parle d'un amour qu'on ne veut pas quitter. Les bobines défilaient dans sa mémoire. Les visages d'Antoine Douanel, de Jeanne Moreau, de Fanny Ardant. Mais, dans cette mosaïque, il restait aussi les ombres, celles de Godard, de Deneuve, de Piala, de Duras et surtout de Jean-Pierre Léo. Des ombres qui, loin d'effacer son œuvre, la rendaient plus humaine encore. Car Truffaut n'était pas un saint, mais un homme traversé par ses passions et ses colères. Il avait aimé avec intensité, il avait rompu avec violence, et c'est dans ce mélange d'admiration et de rejet que se dessinait son rapport au monde. Ses inimitiés n'étaient pas de simples rancunes. Elles étaient le reflet d'une exigence dévorante, d'un besoin viscéral de vérité au cinéma comme dans la vie. Le 20 et 1 octobre 1984, lorsqu'il s'éteignit à 52 ans, le cinéma français perdit l'un de ses plus grands poètes. Mais il laissa derrière lui une œuvre qui continue de parler au cœur, une œuvre faite de blessures et de tendresse, de contradictions et de sincérité. Les 400 coups, Jules et Jim, La Nuit américaine, autant de films qui témoignent d'un homme qui, malgré ses colères, croyait encore à la magie du cinéma. Aujourd'hui, en évoquant ces 5 figures qu'il ne pouvait pas voir en peinture, nous ne faisons pas que dévoiler ses rancunes. Nous révélons aussi la force de son engagement, la sincérité de son regard et l'humanité fragile qui fit de François Truffaut une légende immortelle.